sharps, a melody of hope. To everyone who hears it, he's a hero. The kookaburra sings. Sings to his friends in the trees and his friends on the ground. He brings a single simple message with the simplicity of sound. It's fire in the heart, it's a simple word of mouth. It's from miles and miles and miles and miles around. 10 days later, just 10 more lives. 10 more pleasant ears, he opens 10 more pleasant eyes. Singing from his heart, a melody in sharps, a melody of hope. To everyone who hears it, he's a hero. Sings. Voilà, donc cette vidéo, c'était pour vous expliquer. Ça va mieux? Vous m'entendez mieux avec le micro comme ça? C'est bien. Donc, cette vidéo, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez Ankama. Donc, vous voyez, on touche un petit peu à tout. Ankama, c'est une société qu'on a créée à 3, comme le disait Patrice tout à l'heure, il y a 15 ans maintenant, ce qui fait de nous des vieux. Je crois que j'avais 23, avec pas grand-chose, 3 000 €. Ce qui nous intéressait à l'époque, en tout cas moi de mon côté, et Camille Ducien, qui est le directeur technique aujourd'hui de la société, c'était de créer du jeu vidéo, de travailler dans les milieux du divertissement. Et en fait, ce qui nous anime depuis une quinzaine d'années, ce qui n'a toujours pas changé, c'est de créer des beaux projets. Donc la rentabilité, c'est important, si on veut rester sur le long terme, mais ce qui nous motive, c'est de créer des beaux projets. C'est à chaque fois le leitmotiv de chacun d'entre nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, Ankama, je l'ai fait grossièrement pour que vous puissiez voir un petit peu. Vous avez nos 4 activités principales. Le Games, qui est la partie la plus importante de la société. C'est à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Et c'est ce qui nous permet de faire des expériences et d'être un peu foufou sur certains autres projets, ou en tout cas d'aller sur des projets risqués. Ankama Product, le nom n'est pas très sexy, mais en fait ça symbolise les produits dérivés, donc les jeux de société, des peluches, des figurines, parce que j'aime beaucoup les jouer aussi, puis on est un peu une bonne bande de gamins à Ankama, donc dès qu'on a une idée qui nous vient à la tête, on ne peut pas s'empêcher de la mettre en avant. L'animation, on a travaillé des séries, on a travaillé Wakfu saison 1, saison 2, la série Dofus, le long métrage Dofus, et puis actuellement on est sur deux nouveaux projets. Et l'édition, on lance environ 50 à 60 titres originaux tous les ans. Pas de licence, c'est à chaque fois de la création originale, et souvent on encourage des jeunes auteurs, on parie sur des jeunes auteurs. Parce que 1, ils coûtent moins cher, et 2, on aime bien prendre des risques. On a une valeur chez Ankama, c'est l'aventure créative. En fait, notre objectif, c'est de profiter du succès de Dofus, du succès de Wakfu en jeu vidéo, pour en fait vivre d'autres aventures et des aventures créatives. C'est important parce que c'est vraiment notre motivation dans la société. Et vous le verrez de toute façon, ou vous l'avez déjà ressenti si vous connaissez un petit peu la société, je pense. Donc, passé les 4 premières grandes BU, je vous ai mis un petit slide comme ça, pour vous expliquer qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, j'ai beau vous dire qu'il y a 4 grandes activités chez Ankama, au final, il y a énormément d'autres petites équipes qui viennent soutenir ces 4 activités.
Donc vous avez la partie commerce, bien entendu, les équipes support, ce sont les gens qui vont répondre, ils sont une vingtaine, les gens qui vont répondre au téléphone dès qu'un joueur a un problème, ils répondent souvent au téléphone. Les relations presse, la communication, on a une équipe forcément de marketing, on a une équipe de directeurs artistiques, on fait de l'événementiel, on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui est dédiée à l'événementiel parce qu'une de nos priorités, c'est de contrôler la qualité de tout ce qu'on produit. Ça passe de l'épisode de dessin animé à une bande dessinée, au jeu, jusque dans les événements auxquels on va participer. À Annecy, par exemple, si vous avez pu passer sur le stand, vous avez pu voir qu'on avait un stand un petit peu spécial avec une petite maison. Bon, ça a été fait à Ankama. On a une équipe de décorateurs qui s'occupe de ça. C'est important pour nous de se sentir bien, de se sentir à la maison où qu'on aille. Puis forcément, après, il y a les gens moins sympas, il y a des gens du juridique, des finances, des ressources humaines, mais ceux-là, on les a mis dans une partie cachée du bâtiment. Ce slide, c'est juste pour vous dire qu'en fait, même si ça paraît simple, dans l'idée, les 4 grandes activités de la société, en réalité, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne pense qui travaillent et qui nous soutiennent derrière. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, ça va être de vous expliquer ce qu'on a fait sur le long métrage Dofus en termes de stratégie transmédia. Comme je vous l'ai dit, elle a super bien payé, mais bon, on verra ce que ça donnera pour le prochain. C'est important de comprendre que donc, Dofus, Wakfu, ces projets évoluent dans un univers qui s'appelle le Crossmose. Et en fait, le Crossmose a des valeurs, il y a un ADN autour de ça, qui sont en rapport avec qui on est, et qui sont en rapport avec l'équipe, avec les gens qui travaillent sur le projet. Et finalement, quand on travaille un projet, quand on écrit une histoire, ou même quand on crée un jeu ou qu'on sort une bande dessinée, on met de nous dedans. On met qui on est dans ce qu'on raconte. Et en fait, ce qu'on aime, on est dans l'échange, le partage et la générosité, c'est-à-dire qu'avec notre communauté, nos joueurs, nos fans, on estime qu'on ne sera jamais assez généreux et on adore échanger avec eux. J'ai pris un moment, je ne sais pas si j'ai croisé des gens hier à la dédicace au BD-Fugue, mais c'est des moments que j'adore. Ça fait 12 ans que j'en fais, mais je ne sais pas, je ne m'en lasse pas. On est dans un style, un genre que je définirais comme épico-burlesque, c'est-à-dire qu'en fait, il peut tout se passer dans ce qu'on raconte. On va avoir des bons moments de comédie, mais derrière, ça peut d'un coup passer en épique. On peut avoir un personnage qui meurt, pour repartir sur la comédie. C'est un genre, c'est un petit peu, je le définis comme les montagnes russes de l'émotion. Ce qu'on adore faire dans ce qu'on raconte, c'est en fait de varier les genres, mélanger les genres. Donc, je l'ai défini à l'époque comme étant le genre épico-burlesque. Une des valeurs, c'est la créativité, forcément, et le transmédia. Et pour finir, on s'est rendu compte progressivement, et ça c'est un ami qui me l'a signalé, les thématiques de notre jeu, et même l'essence même du jeu Dofus, qui est un jeu communautaire, finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'on était à chaque fois dans le clan, dans le côté familial, et même dans l'échange et le partage. Sur Dofus, sur le jeu Dofus, il y a énormément d'anecdotes qui vont dans ce sens-là. Des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui est régisseur qui m'expliquait que son fils jouait beaucoup, il est là-bas d'ailleurs, hein, je te laisserai raconter les histoires tout à l'heure si tu veux, que sa belle-sœur et son beau-frère qui ont 60 ans jouent ensemble au jeu. Il m'a raconté ça tout à l'heure. Et ça, c'est des histoires, moi, c'est ce que j'adore et c'est ce qui me rend fier de faire ce qu'on fait. Une petite fiche rapide technique sur le film. Donc, le film s'appelait Dofus Livre 1 parce qu'on espère, même si le premier n'a pas marché, on aimerait quand même en faire un deuxième, voire un troisième. D'ailleurs, il est écrit, ça serait con de ne pas le faire. C'est un film que j'ai réalisé avec un bon ami très très doué qui s'appelle Jean-Jacques Denis. Donc lui, il s'est occupé, excusez-moi, j'ai oublié de couper le téléphone. Hop. Pardon. Donc Jean-Jacques s'est occupé du storyboard et on a co-dirigé ensemble. Et moi, de l'histoire, on a travaillé avec GBK. J'ai vu qu'il y avait mon ami Arnaud de l'agence Mercredi qui était dans la salle. Coucou. Genre aventure comédie, à partir de 7 ans, peut-être 8 plutôt. Maintenant qu'on s'est pris un avertissement, je dirais que c'était plutôt 8. Le thème principal, c'est la famille. Comme je vous le disais tout à l'heure, style épico-burlesque. On reste c'est un film qui est tiré d'un univers, comme je vous l'ai expliqué, dont l'ADN, c'était l'épico-burlesque. On reste là-dedans. Double niveau de lecture. Un des objectifs, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est essayer de raconter des histoires pour les enfants tout en mettant un message pour les parents.
Moi, les plus beaux compliments qu'on puisse nous faire, je trouve, c'est quand on rencontre les gens et qu'on se rend compte que les parents regardent nos séries ou regardent le film avec les mêmes yeux que les enfants et ils voient des choses que leurs enfants ne voient pas. Le style graphique, vous le connaissez peut-être un petit peu tous, je pense. Hein, j'ai mis quelques visuels pour remettre un petit peu les choses en avant. On est dans un univers qui est très coloré. C'est une des marques de fabrique de la société. C'est que l'univers de Dofus, il est très très coloré. Et je pense que c'est ce qui fait son charme et ce qui fait qu'on s'en souvient. En tout cas, on ne l'a pas travaillé dans ce sens-là. On a travaillé l'univers qu'on avait envie de travailler. Mais au final, il y a beaucoup de gens, quand je leur posais la question, je leur disais qu'est-ce que tu retiens de l'univers de Dofus ? À chaque fois, on me disait la couleur, la couleur, la couleur. Moi, je me disais, on va me parler des personnages, on va me parler des décors, on va me parler de l'histoire. Non, à chaque fois, c'est la couleur qui revenait. Donc, et c'est vrai qu'après analyse, on a une patte au niveau de la couleur qui est particulière. Je vous parlais tout à l'heure de la famille. Les personnages, là, vous avez les personnages du long métrage. On les a travaillés, on les a réfléchis comme une famille. Je n'ai pas calculé quand j'ai écrit le script. Ça s'est fait complètement naturellement. Mais ils ont tous des liens de parenté. C'est-à-dire que Papicha, que vous voyez au milieu, là, Kérubim, c'est le grand-père adoptif de Joris. Lilotte, qui a le rôle de la petite sœur. Julite, je vais spoiler peut-être des gens, non ? Tout le monde a vu le film ou pas ? Non, j'aurais fait plus d'entrées si tout le monde avait vu le film, je crois. Bon, Julite, je ne dis pas qui c'est. Hatcham, c'est le frère de Kérubim. Bon, voilà, Baccarat, c'est la tante. Et finalement, en fait, il y a ce côté, je pense que c'est, moi, même au niveau de mon éducation, et même au niveau de ce qui se passe dans Ankama, il y a un côté qui est quand même très familial. Mon associé, c'est mon beau-frère. Donc c'est pour vous donner une idée. Je travaille avec ma femme, je travaille avec ma sœur. On travaille un petit peu avec tout le monde. Mon père, il a pris sa retraite, mais il travaille avec nous. Donc les personnages, Joris, je vous les passe rapidement, c'est pas vraiment le sujet du... Mais c'est pour vous donner un petit peu, voilà, une idée. Dans les décors, on reste dans ce que je vous disais, des décors très colorés. Celui-là, profitez-en, il a été supprimé du film. Un décor à 5000 €, ça m'a fait mal au montage. Et ici, vous avez, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, à savoir la partie transmédia. Quand on a réfléchi le film, on a fait en sorte de le travailler également et de le faire résonner sur tous nos autres projets. Donc là, vous avez Joris dans le film. À côté, vous avez Joris dans le jeu vidéo. Pardon, vous l'avez bien repéré ? À droite. On a retravaillé la zone d'arrivée du jeu où en fait maintenant c'est Joris qui accueille les joueurs dans une zone qu'on appelle un Carnam, c'est l'arrivée en jeu. Papicha, Kérubim, pardon, de la même façon, voilà, dans le jeu il a son personnage, on peut le rencontrer et on a même créé des objets exclusifs, donc son nunchaku et son casque de combat. C'est peut-être la meilleure scène du film, non ? Et puis dans le jeu, il a sa zone, il a son petit chez lui, on peut venir discuter avec lui, on peut lui acheter des objets. Il est antiquaire, du coup on peut aller voilà, le rencontrer directement dans le jeu. La zone Eka-Flip, que vous avez vu également dans le jeu, voilà, on l'a intégré, il y a des boss, on a fait tout un niveau là-dedans. Et puis on a travaillé Baccarat autour de ce personnage, qui est un personnage qui n'existait pas dans l'univers. On a créé un personnage exclusif, on va dire, par rapport au film, qui est devenu une classe de personnages dans le jeu, les Hypermages que vous voyez à droite. Donc les joueurs ont découvert, en fait, après avoir été au cinéma, ils ont découvert qu'il y avait que ce personnage qui ne devait pas leur parler, en fait, venait d'arriver dans le jeu vidéo, pardon. On ne va pas s'attarder sur toutes les bulles, rassurez-vous. C'est pour vous donner une idée un petit peu de la stratégie transmédia qu'on a déployée autour du film. Alors il y a sûrement des bêtises, parce que j'ai repris le doc de l'époque et à mon avis il y a des trucs qu'on n'a pas eu. Mais dans l'idée, on s'est posé justement avec notre distributeur GBK, avec l'agence Mercredi qui était chargée de la communication du film, avec nos équipes en interne, on s'est posé et on a commencé en fait à mettre en place un plan d'attaque avec plein d'autres partenaires. Je vais le faire un petit peu rapidement. On avait les partenaires et on visait l'acquisition, donc on a eu énormément de partenaires très intéressants comme Auchan, Furet du Nord, Chronodrive, Pickwick, Photomaton. Et en fait, l'objectif, c'était de mettre un gros coup de projecteur sur le long métrage pour ensuite
renvoyer peut-être des nouveaux joueurs ou même nos joueurs existants vers nos jeux. Comme vous le voyez, toute la stratégie qu'on a mise en place, elle a été dirigée vers le film pour ensuite booster le jeu. Puisqu'en fait, sur le film, on savait qu'on allait perdre de l'argent, pas autant, mais on savait qu'on allait perdre de l'argent dès le début. Ça va ? Donc ça fait partie de la partie publishing. C'est des choses il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées en interne, et c'est là que notre activité Ankama Product, les produits dérivés, est entrée en jeu. On a lancé un jeu de société. On a bientôt vendu autant de jeux de plateau que fait d'entrée pour le long métrage. Il y a quand même un truc qui cloche dans l'histoire. Donc on a une super commande et on a réalisé un jeu avec les personnages du film. Pour ceux qui connaissent un petit peu Crossmaster, on en a fait des versions SD, les figurines sont super jolies, vous pouvez les trouver dans le magasin d'à côté d'ailleurs. On a lancé une collection de romans. Avec on a eu nos partenaires Bayard, des gens très bien avec qui on travaille depuis maintenant, je pense, une petite dizaine d'années, qui nous ont soutenus, qui ont lancé des super bouquins d'autocollants. On a lancé le roman Dofus. Alors sur le roman Dofus, je vais vous expliquer aussi par rapport à notre façon de voir les choses et à la stratégie transmédia, parce que le transmédia, c'est un mot qui est souvent utilisé, et puis souvent, en fait, même par les producteurs d'animation, on se rend compte que le transmédia, en fait, pour eux, c'est lancer une app en même temps que la série. Donc pour nous, c'est pas du tout ça. Pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'Ankama. Et en fait, dans notre façon de voir les choses au niveau du transmédia, notre objectif à nous, notre ligne de conduite, c'est de ne jamais raconter 2 fois la même histoire, quel que soit le média. C'est très important pour nous. Sauf que là, je me suis planté, il y a un roman du film qui est sorti et qui a raconté la même histoire que le film. C'est le seul moment où on s'est planté. Enfin, je ne l'ai pas vu passer ce projet. Mais à chaque fois, que ce soit un dessin animé, que ce soit une série, un film, que ce soit une BD, systématiquement, notre objectif, c'est que, quel que soit le média, ça vienne enrichir l'univers déjà existant. Pour ceux qui connaissent un petit peu Ankama et qui sont déjà venus, on a une grosse chronologie qui fait 10 mètres dans le premier couloir à l'entrée de la boîte. Et en fait, sur cette chronologie, on va de 0 à 10 000. Et puis en fait, on vient rajouter des petits stickers aimantés pour venir l'enrichir à chaque fois et puis pas se planter. Parce qu'en fait, finalement, au bout d'un moment, ça devient très très riche. Donc on a lancé le artbook, qui est très beau, que vous pouvez trouver chez BD Fugue. La BD, qui est très sympa, que vous pouvez trouver chez BD Fugue. On a eu un partenariat avec France Télévisions qui nous a sorti le coffret avec la FNAC, un coffret qui s'est très bien vendu aussi, qui est très joli, que vous pouvez trouver à la FNAC. Le DVD, qui va sortir fin juin, vous pouvez trouver partout. Et puis on a fait des petites expériences avec plus pour s'amuser qu'autre chose, mais ça restait sympa, puisqu'à côté de chez nous on a la Redoute, et puis on a travaillé avec eux sur une petite collection de t-shirts pour enfants, super mimi. On a travaillé des déguisements. Je vous dirai pas où vous pourrez les trouver ceux-là parce qu'ils sont pas super. On a travaillé toute une série de produits dérivés. J'aime bien les peluches. Elles rendent pas aussi bien qu'en réel. Là, ça devait être les protos encore. Donc voilà, on a travaillé toute une série. On a même eu droit, vous les avez peut-être goûtés, il y en avait sur le stand. On a même eu droit aux bonbons Dofus. C'est nous qui faisons tout à chaque fois en interne. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait une équipe de directeurs artistiques, c'est-à-dire qu'on a fait les moules pour les bonbons. C'est nous on a testé les goûts. Bon, il n'a pas fallu trop se forcer. Hein. On a eu un beau partenariat avec Flunch, où on a créé nous-mêmes, de la même façon, 3 petits jeux qu'ils ont en fait distribués après pour les gamins dans leur repas enfant. Et puis après, là, on est plus dans les jeux concours. On a eu des belles opérations avec les tickets restaurants, avec Flunch, comme je vous le disais tout à l'heure. Photomaton, qu'on doit complètement à mercredi. Chronodrive, Auchan, la FNAC Kids. On a organisé plein de petits événements avec les enfants. C'est super sympa. Il y en a qui déchirent bien en dessin d'ailleurs, vous avez du souci à vous faire. Furet du Nord, Pickwick,
Voilà, on a fait plein de jeux concours. On a eu vraiment, en tout cas, on a eu avec Gaumont Pâté. On a aussi travaillé un système de Dofus Days, ce qu'on appelait des Dofus Days, c'est-à-dire que sur 5 ou 6 dates, on était un petit peu partout dans la France, Toulouse, Marseille, on était sur Paris. Et puis en fait, on s'est déplacé, puis on a présenté le film, on a monté un petit stand, et puis on a été rencontrer les fans. Et puis pour finir, pour ceux qui ont vu le film, vous avez remarqué que les musiques étaient vraiment chouettes. En fait, on a eu la chance d'avoir un partenariat génial avec l'orchestre l'ONL, l'Orchestre National de Lille, où en fait donc Guillaume Houzé, qui est le compositeur de la musique avec qui je travaille depuis 10 ans, a composé les musiques du film Dofus. Et lui, sa grosse fierté, ça a été de les voir, de les entendre jouer par un orchestre. Ça, c'était vraiment un moment magique. On a pleuré tous les deux d'ailleurs, parce que ça rend pas du tout pareil. Et cette qualité, on la doit à l'Orchestre National de Lille. D'ailleurs, encore un petit coup de promo, fin juin, il y a 1700 places, ils vont faire un ciné-concert. Et puis en fait, on a terminé au mois de décembre. Bon, là, on s'est un peu pelé les miches, hein, si je puis le dire. On a créé un petit village sur la grande place de Lille. Et là, vous voyez Martine Aubry, notre chère mère, qui n'a pas l'air de savoir du tout où aller. Elle ne nous connaît pas, en fait. Elle n'est jamais venue nous voir. Hein. Ça fait 5 fois qu'elle nous pose des lapins. Mais bon, on ne l'aime pas quand même. Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais qui nous a soutenus. Je remercie à l'occasion Xavier Bertrand, parce que c'était rien que de voir l'affiche comme ça. Là, ça a l'air de rien, mais en fait, je crois qu'elle faisait 30 mètres de haut, donc c'était juste excellent. Et puis voilà, on a eu des beaux partenariats avec Allociné aussi. Donc voilà pour la stratégie transmédia qu'on a mise autour du film. Évidemment, c'est un fragment, hein. J'ai retiré beaucoup de slides. Mais l'idée, c'est d'échanger, d'en parler aussi avec vous. Voilà. Je me dis que je vais plutôt laisser cette image-là que ma face en grand. Bon, et puis c'est quoi ce bordel? Alors, Anthony, le transmédia, c'est pas seulement pour Dofus le film. Dès le jeu, vous avez mis en place des stratégies, c'est ça? Mais en fait, dès le jeu, dès le jeu. On a une espèce de répulsion à travailler du marketing de façon classique. C'est-à-dire que c'est venu de façon empirique. À la toute base, je vous l'ai dit, on a créé avec 3 000 € chacun. Donc il y avait 9 000 € de capital. On n'a pas été bien loin. Et quand on a lancé le jeu, on n'avait pas de moyens à mettre dans la communication. Donc il a fallu être malin. Et la maison d'édition, finalement, on l'a montée parce on s'est dit que plutôt que d'acheter de la publicité, ce qui marche très bien pour d'autres, hein, nous on allait plutôt faire notre petit manga, notre artbook, et puis en fait aller rencontrer les gens, discuter avec eux, savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins. Et puis de fil en aiguille, on n'avait pas pensé vraiment à une stratégie transmédia dès le départ. C'est juste que c'est les envies, comme je le disais tout à l'heure, l'aventure créative. C'est les envies qui nous sont venues progressivement en fonction des compétences des uns et des autres. Et donc, on a commencé par l'édition. Puis 3 ans après, on a voulu aller faire un petit peu d'animation parce qu'on est de gros fans d'animation. Et puis les produits dérivés. Et pour l'envie de contrôler la qualité, on a toujours tout gardé en interne. Et l'idée, c'était à chaque fois, c'est pas décliner les mêmes choses, c'est à chaque fois d'inventer pour les différents supports. Mais en fait, sur environ 400 personnes, on doit avoir 200 créatifs dans la boîte. On doit avoir 3 personnes qui travaillent dans le marketing. Donc, j'ai envie de dire, en tant que créatif, on préfère toujours avoir des nouvelles idées plutôt que se répéter. Est-ce que c'est pas un moyen, quand on n'a pas peut-être les moyens de faire un budget promotionnel gigantesque à l'américaine, de suppléer le manque d'argent par la créativité? Ouais, complètement. Enfin, moi, je suis hyper convaincu de ça. Je pense qu'il vaut mieux une bonne idée et une bonne idée efficace qui ne coûte pas très cher que faire comme les autres. Là, aujourd'hui, on est dans un contexte, que ce soit le jeu vidéo ou les longs métrages, le cinéma, on est dans un contexte où en fait, on est complètement inondé. Moi, je suis un vieux con, hein, j'ai bientôt 40 ans, vous n'avez peut-être pas vu la progression, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de dessins animés au cinéma.
Il n'y a jamais eu autant de films, de blockbusters. Et en fait, quand ils font un film à 100 millions ou 150 millions, ils mettent 100 millions ou 150 millions de marketing derrière en plus. Donc on ne peut pas lutter. Enfin, moi, j'estime aujourd'hui que c'est difficile de lutter. Donc il faut... c'est même pas un choix finalement, c'est une obligation. Il faut trouver la bonne idée derrière. Alors la bonne idée, donc au départ, c'était la première bonne idée, c'était de faire un jeu en ligne. C'était un peu une première en France à l'époque, non? Eh ben en fait, à l'époque, on avait un jeu qui s'appelait Ultima Online. World of Warcraft n'était pas sorti, il est sorti 1 an et demi, 2 ans après nous. Et en fait, Ultima marchait, c'était assez sympa, mais en fait, bon, je vous parle d'une époque, hein, les gars, où c'était le 56K. Donc vous connaissez tous la DSL à haut débit, machin, là. Vous avez tous des trucs de riches. Nous, quand on a commencé, il fallait que le jeu soit léger, il fallait que ce soit simple, il fallait que ça puisse se jouer. Donc c'était un défi technique énorme et qu'on a relevé année après année. On a mis 4 ans pour le sortir, on était 6 sur le projet, mais 6 passionnés. Et puis en fait, on se rendait pas vraiment compte de ce qu'on faisait. Parce qu'on n'avait pas prévu que le jeu ait cet aspect-là, en fait, en réalité. On était parti sur un espèce de jeu PVP, qui ressemblait plus à un jeu d'échecs, à la base, où en fait, voilà, vous arriviez avec un personnage, vous affrontiez un autre joueur en PVP, et ça s'arrêtait là. Et progressivement, au fur et à mesure, on a rajouté des monstres, on a rajouté des zones, et puis on en voulait toujours plus. On avait une espèce de... Internet nous a permis... Et je pense qu'on a été parmi les premiers à bénéficier de ce bienfait, parce qu'il y a d'autres... Voilà, c'était vraiment génial pour nous, c'est que tout ce qu'on mettait, tout ce qu'on pouvait bosser, on le mettait tout de suite en ligne, et on avait tout de suite les retours des joueurs, et on pouvait s'adapter à ce qu'ils voulaient, à ce qu'ils aimaient moins. En tout cas, on pouvait analyser en temps réel. Quand vous lancez un gros jeu sur galette, en fait, si vous vous plantez, ça plaît pas aux joueurs, ça plaît pas aux joueurs, c'est foutu. Nous, on a pu se planter, revenir, relancer d'autres choses, corriger, et ça a été vraiment, ça paraît simple, normal aujourd'hui, mais à l'époque pour nous c'était génial, on découvrait ça, et il y avait peu de studios qui faisaient ça. Et ensuite, donc, il y a eu la série. Et ensuite, il y a eu la série. Alors, comment on passe d'un jeu vidéo à la série? C'est quoi les écueils? C'est quoi les difficultés? Parce que c'est pas le même métier, quand même, quelque part. S'il y a quelques... C'est pas le même métier, mais en fait, oui et non. Parce que dans ce qu'on développe, dans ce qu'on travaille, on met énormément d'énergie sur le caractère des personnages. Et en fait, on se base beaucoup sur les personnages, que ce soit dans le jeu vidéo, en bande dessinée, ou même dans ce qu'on a fait après en série télé. Et finalement, raconter une bonne histoire, ça passe par des bons personnages. Et la série, là où ça n'a pas été une partie de plaisir, mais comme l'édition et comme les produits dérivés, c'est qu'à chaque fois, et comme le jeu au final, c'est qu'à chaque fois, je vais peut-être vous donner confiance, hein, moi j'ai pas fait de grandes études, j'ai fait un BEP vente et un bac pro vente. Donc ça vous donne une idée un petit peu du niveau du gaillard. Et encore le bac, j'en ai bavé pour l'avoir, hein, même si c'était un bac pro. Mais derrière, en fait, on avait vraiment, avec les copains, on avait vraiment la niaque et on avait des envies et on faisait partie de la génération, on va dire, un club Dorothée. C'est-à-dire que moi j'étais bercé par Ken le Survivant, par les Chevaliers du Zodiac, que des petits dessins animés pour enfants que j'aimais énormément. Et finalement, en fait, les copains qu'il y avait avec moi, c'était les mêmes, en fait, le même cru. Et on avait des envies de jeu, des envies de BD. On a eu toutes ces envies-là. Et puis on s'est jamais rien privé. On a été très naïfs. D'ailleurs, il y a Auger qui dit, et je me reconnais parfaitement là-dedans, qui dit les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, j'ai envie de dire, aujourd'hui, et même parfois on n'ose pas assez les choses, en tout cas dans le milieu créatif, je trouve. Faut pas avoir peur, quoi. Faut se lancer. Nous, ça nous a plutôt bien réussi pour le coup. Donc vous avez lancé la série, c'était quand? Ça, c'est une colle. La série 2008, je crois. Alors c'était quel public? Il fallait sortir du public de joueurs pur et dur, il fallait étendre l'univers de Dofus, c'est ça? C'était quoi les difficultés? Une bonne histoire, c'est pas si simple quand même. Non, en fait, on a eu énormément de chance dans le sens où en fait, on a rencontré à l'époque Julien Borde, qui était directeur des programmes jeunesse chez France Télévisions, et en fait, on lui a montré en fait une Bible, et on avait fait un court-métrage avant. Et on lui a dit voilà, nous ce qu'on veut faire c'est ça. On veut réaliser une série. On voudrait faire 2 saisons tout de suite parce qu'on était un peu déjà bien tarés à l'époque. Et en fait donc 52 épisodes de 26 minutes et on en a même fait 53. On en a fait un pour le plaisir.
Et en fait, il a vu les graphismes, il a vu le projet un petit peu. Il avait des gens des enfants dans son entourage qui jouaient au jeu. Il s'est dit, OK, il y a quelque chose derrière. Et en fait, en 2 semaines, on a signé. C'était beaucoup trop tôt parce qu'on n'avait pas de bible littéraire, pas de bible graphique, mais derrière, du coup, on s'est complètement lancé dans l'aventure. Et puis c'est grâce à je sais pas, il y avait une tendance à l'époque où le transmédia n'était pas utilisé non plus, il n'était pas mangé à toutes les sauces, qui a fait que quand on a proposé, en fait, il y avait une originalité dans notre proposition, et en fait, ça a séduit tout de suite les chaînes. Et effectivement, mais en fait, il a fallu apprendre à écrire. C'est un métier différent, et là, c'est vrai qu'il y a des automatismes, mais la série, c'est différent du long métrage, qui est différent du jeu vidéo, et il y a des codes. Et l'idée, c'était de tout faire en interne. Mais en fait, à la base, j'avais un partenaire qui voulait m'emmener en Chine, et voilà. Vous comprendrez quand vous travaillez, quand vous ferez un développement visuel, et puis qu'on vous dira bien, on va bosser en Chine. Non, il y a plusieurs choses. C'est je voulais contrôler absolument la qualité, et puis en fait, j'ai des designers avec moi, comme Xavier Houssin, Arnaud De Wael, Christophe Bultel, qui sont les 3 piliers graphiques avec qui je travaille depuis 15 ans. C'est des gens que je connais depuis 20 ans. Et en fait, ces gens-là, ils me font vraiment, voilà, ils sont hyper talentueux. Et il fallait qu'on soit bon à tous les niveaux. En fait, pour moi, l'animation, et je sais que vous êtes jeunes et que vous allez partager cet avis-là, mais ça se passe rarement comme ça dans les productions, c'est qu'à chaque étape, moi, si j'écris une histoire, il faut que le border booste l'histoire. Ensuite, il faut que à l'animation, ils viennent booster le storyboard. Et les décors, pareil. Il faut qu'à chaque étape, en fait, chaque cellule vienne ajouter sa pierre à l'édifice. C'est crucial pour moi si on veut que le projet soit top. Quand vous passez par des studios externes, outre la différence de culture, les problèmes de langage, les problèmes d'horaire qui ne correspondent pas, donc outre les problèmes de communication, vous n'avez rarement ce que vous souhaitez. Vous avez rarement ce que vous souhaitez. Moi, j'assume tout. Le film, les séries, on les a fait à la maison, on les a fait à Roubaix. Et en fait, on a le résultat qu'on voulait. Alors, il y a des loupés, parce que quand on se tape 53 épisodes, il y a un moment, il y en a qui sont moins bien que d'autres, forcément. Mais en fait, on les assume. Et c'est nos bébés, on en est content. Alors, se doter de ses propres outils en interne, ça a quand même un coût financier, il y a un petit risque, ou même un gros risque. Oui. Non, mais en fait, on a toujours réinvesti ce qu'on gagnait avec le jeu. Et dès qu'on avait un projet qui gagnait un petit peu d'argent, on l'a toujours réinvesti dans la société et dans des nouveaux projets. Donc, au final, ce sont des risques calculés. C'est que, ça va faire un petit peu super-héros, mais plutôt que se verser des dividendes, on a préféré à chaque fois parier sur un nouveau projet et puis essayer de faire des choses nouvelles. Aujourd'hui, notre objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de produire des beaux projets. C'est vraiment ça qui nous motive, qui nous excite. Alors, c'est quoi la technique utilisée pour la série ? Et pour la série comme pour le film, on a travaillé là-bas, c'est du dessin. On a fait ce qu'on appelle des images clés de façon très classique. Et en fait, pour tout ce qui est intervalle, on a travaillé avec du Flash, avec le logiciel Flash. C'est avec ce logiciel qu'on avait commencé et qu'on avait animé nos personnages dans le jeu vidéo. Et puis à force de bosser dessus, on a même développé des outils autour de ce logiciel. On l'a boosté un petit peu. Et puis on a même le film, on l'a développé de la même façon. C'est juste qu'on a pris plus de temps sur chaque plan. Donc à chaque fois, vous apprenez un métier différent ? C'est ça qui est bien. C'est ça qui est excitant. C'est de se renouveler, de tenter des nouvelles expériences, de réussir. En fait, c'est assez amusant parce qu'en fait, quand les gens pensent à Ankama, ils pensent à ce qu'on a réussi. Mais on a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Des projets qui sont bananés, je les compte plus. Mais c'est pas grave, au moins ils existent. Et derrière, en fait, ça plaît toujours, même si ça plaît qu'à 50 personnes, ça plaît à 50 personnes, et ça existe, et on est content de les avoir fait. Donc c'est vrai qu'on a ce côté où, quand on gagne de l'argent, on le réinvestit. C'est systématique. Et puis des fois, on a un autre projet qu'on va lancer l'année prochaine qui est quasiment terminé à l'image. On a eu la chance de pouvoir travailler avec le studio 4C sur un film qui s'appelle Mutafukaz, si vous connaissez un petit peu la BD. Ça va être un gros bébé. Franchement, le film va être culte. Enfin, moi, je l'ai vu, moi.
il est top. Et rien que, enfin voilà, je sais même pas si on va réussir à l'amortir. Mais au moment où on l'a fait, il existe, il est là, et on va essayer de lui donner toutes ses chances. Donc après la série télé, c'était le cinéma qui vous titillait, c'est ça? Mais tout ce qui a, on a même lancé des groupes de musique. Donc tout ce qui touche en fait au divertissement, au domaine artistique. Je sais pas, il y a un moment où on est appelé, quoi, on a envie de le faire. Puis vu qu'on est hyper nombreux, moi j'adore écrire. J'ai des gens qui adorent l'illustration, d'autres qui adorent la bande dessinée. Et finalement, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une idée, un projet. Et puis bon, ben, en fonction du, il faut que ce soit crédible. Hein. Mais en fonction de la motivation et de la crédibilité du projet, bon, ben, on peut pas s'empêcher d'y aller. Alors de Dofus, il est né comment le film? Parce que vous l'avez coécrit, c'est ça? On l'a coécrit. On l'a coécrit. Alors, c'était quoi la difficulté quand on passe de la série au cinéma? En fait, c'est la durée. Sur de la série télé, j'avais essayé un peu de flouer France Télévisions parce qu'à l'époque, ils voulaient des épisodes qui s'appellent stand-alone. Donc des épisodes qui puissent diffuser. Moi, j'ai été bercé par les Cités d'Or, j'imagine que vous connaissez, les Ulysse 31, les grandes quêtes sur 26 épisodes. J'ai adoré ça quand j'étais gamin et ça me tenait en haleine, vraiment. Et en fait, ce que je voulais qu'on fasse avec Wakfu, c'était un feuilleton. Et donc la chaîne ne voulait pas trop. Donc on a fait du semi-feuilleton. On a fait 4 épisodes qui suivent, hop, un épisode qui pouvait se regarder tout seul, puis 3 épisodes qui suivaient, et puis finalement bah, ça a plu à tout le monde. Et à l'écriture, ça reste des épisodes de 26 minutes, donc c'est plus rapide, on doit arriver plus facilement au bout, et puis c'est pas que c'est simple, mais en tout cas c'est plus facile qu'un long. Un long, à l'écriture, moi je suis retourné à l'école, hein, j'ai été faire des masterclass, j'ai pris cher parce que après avoir écrit une 40aine d'épisodes, je pensais que j'allais pouvoir tomber un long métrage comme ça. Et en fait, non. C'est la durée. Il faut faire en sorte que les gens dans la salle ils s'emmerdent pas. Et bon après, j'ai eu comme commentaire d'une critique, le film était hystérique. Donc je pense que quelque part, tout le monde n'a pas dû s'ennuyer. Mais on était, voilà, l'écriture d'une série n'a rien à voir, rien que pour le timing, n'a rien à voir avec celle d'un film. Et donc vous avez inventé quelque chose qui n'était jamais arrivé à Dofus? Ah bah c'est toujours une nouvelle histoire. Toujours. Donc, toujours une nouvelle histoire, donc là ça va rien à voir. Alors, qu'est-ce qui la distinguait par rapport à la série? Il y avait une caractérisation des personnages plus poussée, on découvrait des choses sur eux. Parce que quelquefois dans les séries on n'a pas le temps de s'attarder. Bah en fait, c'est pas les mêmes personnages qu'il y a dans la série déjà, c'est des personnages différents. Le héros, par exemple, qui s'appelle Joris dans le long métrage, il fait des apparitions dans la série. Attention, ça va être compliqué, on est dans un côté un peu Star Wars, on rentre dans la force. En fait, la série se passe après le long métrage. Donc le Joris qu'on voit dans la série, on apprend dans la série que c'est un personnage mineur, on apprend qu'il a 1000 ans. Et en fait, dans le film, on raconte ses origines. Il est tout petit, il a 11 ans, 12 ans, et on raconte pourquoi ce personnage-là est devenu immortel. Voilà. Donc on a pris un personnage qui n'était pas le personnage le plus important dans Wakfu, et on l'a développé dans un long métrage. Et tous les autres personnages qui sont autour, à part son papy-chat, son grand-père, tous les autres personnages sont des nouveaux personnages. Alors en termes de fabrication, en termes d'image, c'est aussi totalement différent. Le cinéma et la série, le cinéma c'est sur grand écran, il y a des gros plans, donc j'imagine que c'est beaucoup plus soigné comme travail, c'est beaucoup plus long, ça coûte plus cher. Alors ça coûte le même prix. Même Finalement le même prix sauf qu'on n'en a pas autant pour la même somme. C'est-à-dire qu'une série comme Wakfu, c'est des budgets à 6,5 millions, 7 millions d'euros. Pour un 26 x 26, c'est le prix du long métrage pour 1h50. Et Dofus, à l'arrivée, il a mis combien de temps pour le faire ce film? Ça c'est encore un sujet dont je... Moi, j'ai commencé l'écriture en 2009. Je suis retourné à l'école, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, en fait, en tout, donc moi, j'ai beaucoup réécrit dessus. Jean-Jacques, il a mis 1 an pour storyboarder parce que il est assez fou dans son genre. Il voulait faire le storyboard tout seul. Donc, il a fait le storyboard tout seul. L'animatique faisait 2h15 à la base. Donc quand les animateurs l'ont vu, ils ont failli tous se pendre. Donc on a revu un peu à la baisse. À la fin, il fait qu'1h50. Et au total, je pense qu'on a mis 2 ans, 18 mois pour chaque cellule de production. Et le film à l'arrivée, il est comme vous l'aviez imaginé au départ? J'ai aucun regret. On a essayé de faire quelque chose. Moi, mon objectif à l'écriture, c'était de partir sur quelque chose
qui soit classique, pour enfants à la base, et puis en fait d'emmener les spectateurs sur une fausse piste. Et puis que progressivement essayer de mettre de l'émotion en mélangeant un peu les genres aussi. Donc de mettre beaucoup de comédie, et puis de temps en temps mettre un choc émotionnel, comme le coup par exemple du slip en laine. Ça divise systématiquement les gens qui voient le film, mais c'est une de mes plus grosses fiertés. C'est-à-dire, on est dans un moment tragique, hop, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, c'est bête, mais dans le mélange des genres, Jean-Jacques, pareil, mon coréal, il l'a complètement assumé. Je pense que tout le monde au studio, on a mis énormément. En même temps, quand on met autant d'amour dans un projet, c'est difficile de le renier après. Et puis, j'avais pas de producteur pour m'emmerder, donc j'ai fait ce que je voulais faire. Donc vous avez tout contrôlé de A jusqu'à Z, la production, la réalisation, tout. Tout. Rien qui a été fait à l'extérieur. Non. Rien de rien. Rien de rien dans la prod. Ouais. On a filé un petit peu de Vecto au Canada. Mais pour la seule et unique raison qu'en France, en fait, c'est un job que les artistes ne veulent pas faire. La vectorisation. C'est pas vu comme étant un job, c'est du décalco. Ils voient ça comme du décalco. Et donc il y a juste personne qui voulait en faire. Donc on a 6 mecs qui ont bossé au Canada pour nous, dans une société de prestat. Donc on a fait le film à 98%. À Roubaix. À Roubaix, dans la filaterie. Alors comment s'est passée la sortie du film? Alors vous dites que ça a été un semi-échec, ça s'est pas très bien passé, vous espériez beaucoup plus. C'était quoi les problèmes que vous avez rencontrés selon vous? Mais en fait, déjà on s'est pris un avertissement, donc ça c'est pas cool. C'était pas à moins de 12 ans, mais il y avait quand même l'avertissement. On n'était pas dans le bon contexte, je pense, quand on a présenté le film à la commission. Et puis on est sorti en décembre, il y avait Star Wars. On a tous été super intelligents, on a tous esquivé Star Wars en décembre. Et on s'est tous placés le 3 février pour les vacances de février. Donc le jour où Dofus est sorti, on a 20 films qui sont sortis en même temps. Et donc on a eu énormément de mal à se faire notre place. Ça me fait chier de l'admettre, mais on s'est fait casser la gueule par les tuches. Et il y avait Alvin et les Chipmunks, et que des chefs-d'œuvre à côté. Si encore ça avait été vraiment des bons films, je me serais dit on pouvait rien faire. Mais là, bon, donc on n'a rien pu faire. Et puis le même jour, 20 films. Il y a ça, et puis je pense aussi que c'est notre premier film. Le fait qu'il n'y ait pas de contraintes, pas de producteur, et qu'on puisse faire ce qu'on veut, on a eu un problème de cible. C'est-à-dire que les exploitants de salles, je sais pas, il doit y avoir un lapsus, un truc, et ils n'ont pas su comment le projeter. Ils n'ont pas su, ils savaient pas. Nous, on voulait être placés comme un film classique, c'est-à-dire pas à 11h comme les films pour gamins, quoi. Dofus, c'était pas ça. Et en fait, on n'a pas réussi à avoir les horaires qui convenaient, donc ça a été un peu infernal. Mais on a compris plein de choses, et je pense qu'on fera pire pour le prochain. Et donc le prochain, il en est où alors? Le prochain, bon, déjà, il faut savoir que mon petit Jean-Jacques, il s'est chopé une dépression de 3 mois, donc il est en train de se réparer, il se redresse. On travaille la pré-prod d'un nouveau long, il en est à la pré-prod en fait. Moi, j'ai commencé à écrire, et puis lui, il a fait des petites images boards. L'idée, c'est quoi? En termes de calendrier, ça donnerait quoi? Aucune idée. Déjà, le premier, il m'a fallu 5 ans, 6 ans avec les copains, là, donc le prochain, si on a de la chance, 4 ans. Et donc, qu'est-ce que vous avez d'autre dans les tuyaux en ce moment chez Ankama? Mais on a la série Abraka qui va partir bientôt en production, qu'on réalise pour toujours France Télévisions, qui est notre partenaire historique et avec qui ça se passe toujours bien. On a la saison 3 de Wakfu, mais cette fois c'est 13 épisodes de 26 minutes, c'est une demi-saison. Et là carrément, c'est un vrai feuilleton. Je suis super content. Du coup, j'ai tout écrit tout seul comme un grand et ça se suit. Et il n'y a pas d'épisode de merde au milieu qui ont rien à voir là. On leur a dit on fait ça, ils ont dit ok, on fait ça, c'est parti. Et puis on a le long métrage Mutafoukaz. Alors vous avez combien? 600 personnes, c'est ça qui travaillent? Non. Combien? On est 350 en CDI. C'est déjà pas mal. En CDI, c'est même trop. Je sais que c'est dur. Le plus compliqué dans les gros projets, c'est l'humain. C'est même pas le projet en lui-même. C'est la gestion des humains. Parce qu'en tant qu'artiste, il doit y en avoir beaucoup. Il y a de l'ego. Et du coup, un ego à côté d'un ego, c'est dur. Tout le monde veut mettre sa patte. La difficulté, c'est de
de réussir à fédérer autour d'un univers, autour d'un style, et de faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction. Et 350, et puis on a beaucoup travaillé aussi avec des intermittents qui sont venus à Roubaix sur le film. Donc à un moment, effectivement, on était à plus de 400. Alors, vous êtes fidèle à votre région d'origine. Comment vous êtes reconnu sur place par les pouvoirs publics, par toutes les institutions liées au cinéma? On vous prend au sérieux ou pas du tout? Beaucoup plus aujourd'hui. Beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'en fait, notamment du côté de Pictano, anciennement le CRAF, Pictanovo aujourd'hui, parce qu'en fait, ils ont changé de président, ils ont mis quelqu'un de très bien. Et en fait, on peut travailler avec eux aujourd'hui. Après les politiques, on a un maire très dynamique qui vient de se placer sur Roubaix, qui est là depuis 1 an et demi et qui finalement nous aide dès qu'il peut. C'est tout. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors il y a plein de gens qui nous demandent tout le temps qu'est-ce que vous foutez à Roubaix, vous devez avoir des aides de malades. Alors je l'ai dit plein de fois aux journalistes, à tout le monde. Non, il n'y a pas d'aide de malades à Roubaix. C'est juste que le climat est meilleur qu'à Annecy. Si, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire le contraire cette semaine. Et puis en fait, quand on a trouvé avec mes 2 associés, quand on a trouvé notre premier boulot, c'était à Roubaix, tout simplement. Et puis quand on a créé notre boîte, parce qu'on s'est rencontrés dans notre premier boulot, tous les 3, et quand on a créé notre société, on n'avait pas les moyens d'aller ailleurs. Et puis au bout d'un moment, 3 ans, 4 ans, quand ça commence à marcher, on a vu qu'il y avait plein de trucs abandonnés, parce que c'était un peu triste quand même. Donc des usines, et puis on a récupéré une usine, on l'a retapée, et puis en fait on a fait notre vie comme ça progressivement. Mais étrangement, moi je suis à 30 secondes à pied du bureau. Et donc que ce soit pour le boulot ou en perso, je sais pas, je m'y sens bien. Donc, parce qu'à chaque fois on est pointé du doigt, Roubaix, il se passe ci, il y a des pédophiles, il y a des machins, il y a des terroristes. Ah, putain, mais non, il y a aussi de la création. Et je suis pas roubaisien d'origine, mais je sais pas, je suis fier de ce qu'on fait là-bas, et je suis fier qu'on permette à un quartier de rayonner, de se développer. Je suis bientôt plus fier de ça que de ce qu'on a produit créativement parlant. Parce que quand vous arrivez dans un endroit et qu'en 10 ans vous voyez toute la zone qui change, on a ouvert un petit restaurant, sinon c'était kebab à volonté. Et à un moment, quand on commence à choper des bouées sur les côtés, on se dit qu'il faut faire quelque chose. On a ouvert une crèche qui est ouverte à 50% aux gens d'Ankama, 50% aux gens du quartier. On a une asso, enfin il y a tout un tas où on organise plein d'événements super sympas. Il y a quelque chose qui se passe, on s'attache, et finalement c'est plus sympa d'essayer de faire quelque chose de bien dans un endroit qui en a besoin que d'aller où tout le monde se trouve. Et vous avez des partenaires réguliers avec lesquels vous travaillez, des chaînes, des distributeurs, Alors, on travaille beaucoup avec France Télévisions, on travaille beaucoup avec Bayard, qui nous suit régulièrement. On travaille avec, je suis sûr qu'il y en a un ou 2 autres, mais ils ne sont pas légion, hein, parce qu'on est un peu difficile quand même. Donc on est un peu casse-pied. On travaille beaucoup avec Média Participation, c'est les éditions Dupuis, Dargaud, Le Lombard, avec qui on s'entend très bien, qui nous distribuent nos bandes dessinées. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelqu'un, il ne faut pas qu'il se sente vexé. En quoi vous êtes casse-pied? Mais on est exigeant sur la qualité de ce qu'on fait. Et donc il n'y a rien de pire, par exemple, quand vous travaillez une bande dessinée. Je ne sais pas s'il y a des auteurs ou des apprentis auteurs, mais en l'occurrence, vous y aurez droit à un moment ou à un autre. Si vous sortez une bande dessinée et que ça ne s'imprime pas comme ce que vous avez sur votre écran, ça va vous foutre les boules. Donc par exemple, sortir une BD qui est trop sombre, il n'y a rien de pire. Vous passez 1 an à bosser sur une bande dessinée, puis vous vous dites, à un moment elle sort, le produit, il n'est pas, c'est pas l'attente que j'en avais, c'est destructeur. Donc on est casse-pied sur la qualité de ce qu'on sort. Et puis on pense aussi, on est complètement convaincu que si on a des gens qui nous suivent depuis plus de 10 ans, c'est aussi parce qu'on produit des choses qui ont une certaine qualité. Si demain on se met à aller plus bas d'année en année, ça n'a plus de sens. Puis même pour nous, en fait, hein, tout simplement. Alors, au bout de cet échange, on arrive bientôt. Il nous reste encore un peu plus d'1 quart d'heure pour des questions-réponses. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de poser des questions à Anthony. Enfin, j'espère en tout cas. Ah, voilà, j'avais deviné. Est-ce qu'on a un micro qui circule? Sinon, je vais faire. Bonjour. Bonjour.
Moi, j'aimerais savoir, j'ai vu que, sur la vidéo et les magnifiques graphiques, qu'il y avait un film, j'ai vu un truc Dofus 3D et qu'il y avait de la modélisation 3D qui se faisait. J'aimerais savoir quel avenir vous prévoyez pour l'animation 3D à Ankama. J'aime pas trop. Non, c'est très bien l'animation 3D, mais tout le monde en fait. Et on est quand même puriste de la 2D. C'était pas ce que tu as vu. À mon avis, c'était plutôt un jeu. Okay. Et d'ailleurs, même ça, je l'ai annulé. Tu vois, donc même dans le jeu, je suis pas. Donc, j'ai rien contre la 3D. Le problème, c'est que il y a plus que ça à l'écran. D'ailleurs, je l'ai pas dit par rapport au post-mortem du film. Les 4 derniers films en 2D qui sont sortis au cinéma, on a tous fait les mêmes entrées. Hein. On est tous aux alentours des 100 000 entrées. Que ce soit, qu'est-ce qu'il y avait eu ? Il y avait eu Avril, il y avait eu Tout en haut du monde, il y avait eu Adama. Enfin, c'est et moi j'adore la 2D. Mes gars adorent la 2D. Et finalement, on est plutôt dans ce trip-là. Donc, je rêverais qu'on puisse faire un film qui a son succès en 2D. Tu vois, Disney, qui était le digne représentant de ça, ils ont arrêté après La Princesse et la Grenouille. Moi, je trouve ça catastrophique de ne plus faire que des films 3D. Et je pressens que sur les années à venir, ça va s'accentuer. Donc, tu fais de la 3D, t'es très déçu. Ah non, ça va. Hein. non, faut. Donc non, pas trop de projets 3D. D'accord. Si on en lance un, ce sera pas forcément en long métrage, peut-être plutôt en série. D'accord. Donc il n'y a pas un grand avenir en 3D pour Ankama. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pour l'instant, franchement, le fait de s'être bien planté avec le film en 2D, ça nous donne envie d'y retourner. D'accord. Merci. Bonjour. Ma question c'était, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est cette politique ultra étendue de transmédia qui peut créer des incohérences, comme le fait qu'on ait d'un côté un âge recommandé pour le film qui est à 7 ans, 6 ans, un truc comme ça, et puis des bonbons Joris, et puis des choses comme ça, et d'un autre côté, les scènes un petit peu chaudes qu'il peut y avoir dans le film, ou l'univers ultra violent qu'on peut espérer voir dans Mudafukaz par exemple. C'est des projets déjà oui, tu as raison sur la première partie, pas sur la deuxième. Mutafukaz, c'est un univers complètement différent de celui de Dofus, donc on va dire que c'est mettons-le dans un label à part. Effectivement, c'est la force et la faiblesse de l'univers qu'on a créé depuis une quinzaine d'années, c'est qu'en fait on y met ce qu'on a envie d'y mettre. Et en même temps, c'est ce qui est beau. C'est-à-dire que tu prends un Disney. Moi aujourd'hui, je regarde la plupart des films. Ça m'emmerde, c'est que je sais qu'il va y avoir le climax à tel moment, que les héros vont se séparer, puis ils vont être tristes, et puis ils vont tous se regrouper à la fin. Il y a tout un tas de trucs qui font qu'en fait, on sait ce qu'on va voir avant même de le voir. Et de notre côté, on a la chance de pouvoir proposer quelque chose de différent. Et moi, j'ai envie de m'accrocher à ça. D'accord. Okay. Même Merci. si ça nous pose des problèmes de temps en temps. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes de Disney dans la salle. Bonjour, déjà le caleçon c'était super cool. Et sinon je me demandais est-ce qu'il y a Ankama un quelconque pouvoir pour le fait que le film puisse être sorti plus longtemps dans les cinémas. Parce que je trouve que 2 semaines c'était assez court et beaucoup de mes amis n'ont pas pu le voir et je trouvais ça dommage. Non, absolument, j'aurais bien aimé avoir un pouvoir là-dessus, je te le dis. Moi si j'avais eu ce pouvoir, je l'aurais laissé 1 an dans les salles. Ouais, mais... Non, on a travaillé avec un distributeur et c'est lui qui gérait vraiment cette partie-là. Et non, on n'a rien pu faire. Non, et même en fait, on a eu moins de salles que prévu le jour de la sortie. Donc c'est pour te dire à quel point on n'a rien pu faire. Alors bonjour, moi aussi je fais partie d'équipe, le caleçon c'était cool. Donc vous avez dit tout à l'heure, donc effectivement les derniers films 2D n'ont pas bien marché. Donc peut-être qu'il y a trop de films qui sont sortis en même temps. Mais est-ce que vous croyez quand même que dans quelques années, les films 2D auront un meilleur succès que ceux qu'ils ont eu aujourd'hui ? Enfin, vous pensez ? J'ai entendu beaucoup de producteurs 3D qui disaient que la 2D c'était complètement mort, parce que même Disney, après l'échec au box-office de La Princesse et la Grenouille, a décidé d'arrêter les longs métrages. Ils ont quand même fait 3,5 millions d'entrées en France. Hein. Moi je parlais d'international, apparemment ils n'ont pas fait le succès. Enfin, bref. En tout cas, c'est après celui-là qu'ils ont décidé que les longs métrages qu'on connaissait dans les années 90 et avant, que c'était terminé à ce moment-là.
Donc, Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Hein. S'il y a des gens qui aiment la 2D, j'en fais partie. bah voilà, c'est pour ça qu'il faut. Est-ce que tu peux lever le bras, s'il te plaît, parce que je suis pas sûr de regarder. Ah, pardon. Je regardais derrière toi, donc et la personne n'avait pas l'air d'avoir le micro, donc merci. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. C'est que ça doit exister. Et puis s'il doit y avoir 10 films 3D et un film 2D, ben tant pis, c'est comme ça. Mais au moins, ça doit. On peut pas tous avoir la même politique que Disney, sinon. Encore une chance. Non, voilà. Et la problématique, je vais vous dire honnêtement, moi sur les films 3D, ce qui m'ennuie, c'est que si on prend un personnage de vice versa et qu'on le met dans Toy Story, c'est à peine si on verra la différence. Je connais des producteurs qui industrialisent leur série. Ah ben moi j'ai tel truc à tel endroit, je vais le reprendre dans telle prochaine série, telle table, tel truc, tel bidule. Enfin, il y a un moment, j'ai envie de dire, la création, elle est où là-dedans ? Il y a un côté. Et puis, alors je sais pas si c'est moi, mais en 3D, je trouve que, et je pense que c'est, je sais pas, mais je trouve qu'ils ont tous la même gueule, les personnages. C'est dur d'avoir des vraies grosses différences de style assumées. Alors que les films 2D, on va en regarder 5. Si on parle des 4 qui se sont bidonnés, à nous 4, on a dû quand même faire 400 000 euros d'entrée. Hein. C'est pas si. Et en fait, mais c'était marrant parce que différents, graphiquement, ouais, graphiquement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est la même chose que vous allez aux États-Unis, ils n'ont que du comics. Vous allez au Japon, ils n'ont que du manga. Ils sont tous dans les mêmes styles. Et puis en fait, vous prenez la BD franco-belge, c'est d'une richesse incroyable. C'est d'une richesse incroyable. Et ça, en fait, faut pas qu'on le perde au cinéma, selon moi. C'est important en tout cas. Ouais, moi, je suis d'accord. Oui, vous avez une politique transmédia très large. Et je me demande dans quelle mesure vous avez pu échanger justement sur votre plan de sortie avec le distributeur et avec, vous disiez mercredi tout à l'heure, je crois, oui, sur la com. Donc comment vous faites interagir ces 3 parties avec ma grosse quoi Alors, je ne m'avancerai pas sur le sujet. Non, justement, vous avez une grosse politique transmédia et comment vous incluez la salle là-dedans, sachant que c'est une spécificité très à part par rapport au reste. On a discuté, on a été en bonne. Ça n'a pas toujours été facile, hein, Arnaud. Ça n'a pas toujours été facile. Mais à la fin, quand on est, si on a envie de bosser ensemble et qu'on le fait en bonne intelligence, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc et puis on avait des gens. On a travaillé avec donc Arnaud de l'agence Mercredi, puis Marc, qui est un petit distributeur. Et en fait, il avait envie que ça marche. Et Marc, c'est le patron de sa boîte. Et donc, c'est lui qui venait aux avant-premières, c'est avec lui qu'on discutait en direct. Arnaud, c'est pareil, c'est le patron de sa boîte. Et en fait, c'est resté assez simple. Je pense que ça aurait été plus compliqué si on avait eu, pour notre premier film en tout cas, si on avait travaillé avec des gros partenaires, des très gros partenaires. Je pense qu'on ne s'en serait pas forcément sorti. Là, c'est resté assez familial. Les premières fois qu'on a discuté ensemble, c'était autour d'un barbecue à Annecy. Donc ça a toujours été à la cool. Et en fait, vous n'avez pas peur que le transmédia, ça étouffe une sortie salle? C'est ça qui va être plus mon problème. On a vu alors peut-être que c'est à cause de ça qu'on a foiré, hein. Mais on a vu la stratégie dans l'autre sens. Nous, on s'est dit qu'on allait communiquer sur tout pour emmener les gens vers la salle. Peut-être que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était que des conneries, hein. C'est pas ce qu'il fallait faire. En tout cas, il y a quelque chose qui a pêché, c'est sûr. Maintenant, quoi exactement on ne fera pas le passé. Alors, bonjour. Est-ce que vous pensez que d'avoir travaillé avec une stratégie marketing autant importante vous a pas un peu restreint dans la créativité du film? Puis du coup, on dirait juste un produit dérivé du jeu plus qu'une œuvre à part entière. Ouais, non, déconne pas. Hein. Ah, tu peux me dire ce que tu veux, mais pas ça, c'est pas possible. Non, franchement... je trouve que c'est un peu ce qui dégage, en tout cas. Pardon ? J'ai beaucoup aimé la première moitié du film, mais je trouve que le film, l'ambiance qu'il donne, c'est vraiment genre... On sent qu'elle était pensée avec justement un côté marketing pour qu'il promouvoie le jeu. C'est faux. Parce que, genre, dans les shorts que je vois dans Kama, genre celui de Goultard... Pardon ? Le short, l'animation courte que vous avez fait sur Goultard, ouais. J'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'elle était justement très différente de ce qu'il y avait. Et puis, mais tu l'as revu récemment ou pas ? Non, je me souviens plus. Mais, non, mais regarde-le. T'étais jeune, t'avais quel âge quand tu l'as vu ? Je sais plus. C'est vieux, hein. On essaie d'effacer les copies un peu partout, mais tu peux le retrouver sur le net. Je trouvais que c'était une belle tentative de choses un peu différentes. Puis... Ouais, mais c'était hyper trash. Ça allait trop loin. Là, par rapport au film,
Moi, je l'assume complètement et je veux te dire honnêtement, quand j'ai écrit le script, j'étais pas en train de me dire, je vais faire ça parce qu'au niveau marketing, ça va cartonner, hein. Mais pas Non, un je pense instant. bien, je pense D'ailleurs, si je l'avais fait, je pense peut-être que ça aurait mieux marché. Mais j'ai pas fait ça du tout. Et moi, mon objectif, quand j'écris systématiquement, c'est de créer un beau méchant. Je veux tomber amoureux des méchants. Et c'est ça ma motivation quand je raconte une histoire. Un beau méchant, on peut mettre tous les gentils sympas qu'on veut en face, si le méchant il est top, les autres derrière ils vont être emportés. Et la partie marketing, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi toutes les idées, allez, 90% des idées elles viennent des créatifs. Donc si on s'est planté, c'est peut-être parce qu'on est trop en mode créatif et peut-être pas assez marketing au contraire. Et puis aussi une autre petite Je t'ai question, perdu, hein. c'est quoi la classe de Judith? C'est une hypermage aussi. Ok, merci. Je me suis pas encore fait coller, c'est bien. Parce que sur les avant-premières, je me suis fait coller plein de fois sur des trucs hyper pointus. Je suis content, je vais passer une bonne soirée. Donc on parlait tout à l'heure des images 3D qu'on voyait sur la présentation. Donc c'est Slage. Pourquoi en fait il a été annulé? Est-ce que c'est un souci de cohérence de l'univers ou... Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un gars qui est venu me voir, qui m'a proposé de faire un projet, de faire Sledge. Et on a fait un petit proto, c'était super. Et puis en fait, il changeait le scope du gameplay tous les 6 mois. Et donc le projet, au bout de 2 ans, il était encore à l'état de prototype. Et donc moi, après avoir mis juste 2 millions d'euros dessus, à répartir sur 2 ans, hein, et de constater que le jeu n'était pas beaucoup plus abouti à la fin qu'au début, il y a un moment j'ai coupé. Donc c'est moi qui ai coupé parce que je voyais pas le truc sortir un jour. Puis ça commençait à faire cher. D'accord. C'est tout. C'est tout ce que j'avais. Merci. En fait, c'est très très dur d'aller au bout d'un projet. Enfin moi c'est le défaut de ma société, hein. C'est qu'en fait on a énormément de créatifs. Et en fait, les créatifs, ça s'enflamme facilement. Je suis bien placé pour le savoir, parce que j'en ai fait plein de conneries comme ça. Mais on s'emballe sur un projet. Le plus dur, en fait, c'est pas d'avoir la super idée. Il y a plein de gens qui ont des super idées. Le plus dur, c'est d'aller au bout de l'idée et de ne pas changer en cours. Et quand on est sur des prods, des jeux ou des projets ou des séries où en fait, on sait qu'on est parti sur 3 ans, et ben la première idée, on la développe. Puis au bout de 6 mois, on commence à en avoir marre. On se dit ah tiens, j'aurais dû faire ça. Et puis au bout de 6 mois, ah non, je vais faire ça. Et là, ça part en sucette. Oui. Bonjour, donc étudiante en cinéma d'animation 3D. Mais bon. Où êtes-vous, petite créature? Je suis là. Là-bas. Bonjour. Je suis pas si petite que ça. Je voulais demander par rapport au film de Moutafoukaz, est-ce que justement tu n'as pas une appréhension quant à, on va dire, le public qui va être concerné pour le film, sachant qu'il y a, on va dire, enfin en tout cas moi dans ce que je vois dans mon entourage, assez peu d'initiés. Et justement, au niveau de la promo, comment est-ce que ça va se passer pour essayer peut-être d'avoir un public un petit peu plus étendu, sachant que... En fait, c'est assez étrange, parce qu'autant sur Dofus, on savait qu'on avait une communauté sur Dofus, on tourne à peu près à 300 000 joueurs par jour. Et sur le mois, on est à peu près à 800 000, 900 000 joueurs différents dans un mois. Donc on avait une grosse base de fans, dont 70% de ces gens-là, en fait, sont français, enfin francophones, pardon. Donc ça peut être canadien, machin. Donc avec Dofus, on s'est dit on a une base solide pour lancer un long métrage, ça devrait fonctionner. Je croyais beaucoup au film Dofus. Moutafoukaz, on l'a fait parce qu'à un moment on a gagné un petit peu d'argent sur une année, on l'a réinvesti dans un projet. Moi j'étais un peu en mode fanboy Studio 4C après Amer Béton. J'ai demandé Nishimi au décor. Et Kimura, et puis on les a eus, je fais ah putain, faut qu'on y aille. Donc on a fait ça, l'auteur de la BD Run, il a coréal, il a écrit le script. J'y croyais pas, c'était un projet un peu un kiff, j'y croyais pas spécialement, et finalement, bizarrement, il est tellement niche, il est tellement dans un genre, moi c'est le genre John Carpenter pour ceux qui connaissent un petit peu les films d'horreur. Il est tellement particulier que finalement, il trouve plus d'écho chez des gros distributeurs que Dofus. C'est à se cogner la tête par terre. Donc le film auquel on croyait, il n'a pas suscité forcément l'enthousiasme et puis ça n'a pas très bien marché. Et puis le film que j'avais fait un petit peu pour voilà, parce que je suis un gros fan de cet univers très dark. Et ben finalement, on a des gros acteurs qui se positionnent sur la distribution monde. Donc c'est étrange, mais donc voilà, pour répondre à ta question,
Ben non, là, depuis 3-4 mois, j'ai pas très peur pour Mutafukaz. Je pense que potentiellement, on pourrait gagner un peu d'argent avec. De toute façon, on va faire un peu de pub aussi, de toute façon. Bonjour, je suis ici. Ouais. Oui, je t'ai vu. Dès qu'il y a un peu de barbe, c'est bon, je me repère. C'est la connexion hipster. Oui, c'est ça. Du coup, je voulais demander, avec l'échec financier de ce dernier film, et il me semble que la communauté Dofus n'est plus ce qu'elle était avant, elle a un peu baissé. Et vu que c'est là que vous trouvez l'argent pour financer des projets un peu fous, comment vous allez faire pour continuer à faire ça pendant des années? Non, mais t'en fais pas, on va bien quand même. Tout va bien, Ça va. impec. En fait, le film était financé. Le film a été financé, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en interne. Et on n'a pas le film, nous on a mis à peu près un gros 2 millions sur le projet, mais on n'a pas mis 2 millions d'un coup. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on les a mis progressivement, mois après mois. Donc à la fin, quand on fait le calcul, effectivement, on sait que ça nous a coûté ça. Mais c'est des gens qui sont en CDI, qui travaillent chez nous déjà, donc pour la plupart. Donc en fait, si tu veux, quand on lance un projet de cette envergure, on sait, moi en tout cas, je fais attention à avoir les reins assez solides derrière. Donc on n'a pas de, comment dire, on a une boîte avec beaucoup de créatifs, on essaie de les faire bosser le plus possible sur des projets, mais de toute façon ces gens-là ils me coûtent de l'argent tous les mois, donc des fois on va les utiliser sur une série, des fois ils vont aller sur un film, des fois ils viennent sur le jeu, et puis on travaille de cette façon-là. Et sur la base, pour répondre à ta question, et c'est vrai que c'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que depuis janvier, on avait perdu à peu près 10% de joueurs par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière qui était une très belle année pour nous au niveau de Dofus. Et en fait, là au mois de juin, on est en train de faire mieux que l'année dernière. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de ma communauté. Il y a longtemps que j'ai fait une croix sur l'idée de les comprendre. Je cherche plus. On leur fait un film, on pense qu'on va susciter l'intérêt. Ça fait un flop. On fait rien, le truc revient. Donc je pense qu'on va continuer à rien foutre et on va partir en vacances et ce sera pas mal. Ça marche, merci. Bonjour, tout à l'heure vous parliez du jeu Sledge. Je voulais savoir, est-ce que c'était un projet qui a été développé par des employés d'Ankama en interne ou c'était des gens en interne. Ouais. D'accord. Donc vous n'êtes pas éditeur de jeux et vous prenez pas des idées de jeux qui... Très rarement. D'accord, donc c'est déjà arrivé quand même. Bon, alors très rarement. Alors. Ouais, c'est très rarement. Et ça a dû arriver, mais j'en ai pas le souvenir. Là, pour le coup, franchement, non. À propos de petits et gros partenaires, j'ai quand même trouvé une info comme quoi vous avez entamé un dialogue avec Netflix, qui n'est pas un petit partenaire. On peut en savoir plus ou... Si, c'est un petit partenaire, Netflix, une petite chose. Oui. En fait, on a travaillé la saison 1 et la saison 2 de Wakfu avec eux. Apparemment, on a fait des bonnes audiences. Et puis, ils se positionnent sur la saison 3. Et étrangement, par rapport à ce qu'on fait, alors il faut comprendre qu'en France, on a une communauté de fans sur nos séries ou notre univers. Et Wakfu, il y a beaucoup de gens qui aiment, beaucoup de jeunes qui adorent. Les chaînes de télé ne comprennent pas ce qu'on fait et ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que l'aventure, le feuilleton, c'est fini. Il y a une croix, bientôt autant que la 2D par rapport à la 3D. Donc c'est génial, hein, je vais bientôt partir à la retraite. Mais Netflix, eux, comprennent parfaitement ça. Et donc forcément, on discute. Et puis c'est quand même con d'en arriver là, mais effectivement, on s'entend bien avec eux. Prometteur, ça. Prometteur, ça. Merci. Justement, par rapport à la série, au feuilleton, je me rends compte qu'en édition, vous permettez de sortir des choses en dehors donc de Wakfu et Dofus. Et je me demandais si en série, comme vous vous autoproduisez, vous ne pensiez pas prendre des projets feuilletons en dehors? Parce que j'ai été au pitch de MIFA série ce matin, il y avait des projets vraiment très ambitieux, ados, feuilletons, qui à mon avis pourraient avoir un grand succès. Et je sais que les chaînes de production n'en veulent pas. En fait, si, on fait d'autres choses. Là, tu parlais de l'édition. La part de Dofus Wakfu dans l'édition, ça doit être 15% des titres qu'on sort. Tout le reste, c'est de la création originale. En série télé, on avait prédéveloppé une série qui s'appelait Muffin Jack pour Nickelodeon. Ils n'ont pas été au bout. Ils nous ont plantés.
On a développé Abraka, qui est une série originale avec France Télé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le studio il est quand même assez jeune, on doit avoir 8-9 ans. Et en fait, le fer de lance, ça reste notre univers, et on ne sait pas faire 2 séries par an. Donc pour l'instant, on s'est focalisé aussi sur notre univers Crossmose, parce qu'on n'avait pas le temps pour le reste. Et puis les chaînes, à chaque fois qu'on leur a proposé des projets originaux, Abraka, je l'ai proposé il y a 4 ans. Ça va partir en prod l'année prochaine. Ça donne une idée. Faut pas être pressé dans ce milieu-là. Hein. Mais sinon, non, nous, on est hyper motivés. Et c'est vrai que Netflix, en travaillant avec eux, on a quand même beaucoup plus de liberté. Ils respectent vraiment les créateurs. On peut faire ce qu'on a envie de faire avec eux. Mais bon, faut les avoir en partenaire. Hein. Ça répond à ta question? Bonjour. Bonjour. Je vais vous embêter un peu. Ah merde, comparer à t'es Blizzard. pas obligé. Hein. Puisque Blizzard, c'est aussi une boîte qui a sorti son film inspiré du jeu vidéo et de l'univers étendu qu'ils avaient créé. Je sais pas si du tout c'est un hasard ou quoi, mais en 2016, du coup, ça fait 2 films comme ça qui fonctionnent bien, qui sont de bonnes adaptations de jeux vidéo. Et dans votre politique de transmédia, c'est quoi la suite? Ben là, je sais plus quoi faire. On a touché un petit peu tout ce qu'on aimait faire, honnêtement. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur le film, mais on aime aussi beaucoup travailler sur la série avec les copains. Et ça permet vraiment de placer les personnages sur le long terme. De toute façon, même on le voit avec les grosses séries en fiction. C'est ce qui, j'ai de plus en plus de mal à trouver mon bonheur moi dans les longs métrages. Et je me projette ça fait 5 ans, 6 ans, faire de la série et même à travailler. On est un petit peu plus dans cette voie-là aujourd'hui. Je dis pas qu'on fera plus de films, hein, c'est pas la question, mais on se dirige plutôt vers de la série. Et la suite, vraiment, si on parle de nouveautés en termes d'idées, elle se situerait plus au niveau des jeux de société. On a plein d'idées au niveau des jeux de société. Ça n'a rien à voir, encore une fois, mais bon, là, on s'éclate là-dessus. On se rend compte que pour faire un jeu, il y a besoin d'un graphiste, un game designer, et puis on peut faire des trucs super pour 3 francs 6 sous, ce qui est pas mal aussi. Et Warcraft, moi, j'ai pas... C'était dur. Bonjour Todd, toujours un plaisir de t'entendre. J'ai 2 questions, une triviale et une chiante, tu m'excuseras. On n'aura plus assez de temps pour la chiante. C'est une question sur le financement. Tu fonctionnes sur les fonctionnements classiques, sur la partie transmédia, bloc par bloc. Tu arrives à avoir des financements transversaux, c'est-à-dire à financer une partie du jeu via la série. Tu fais appel à du financement privé à côté, l'investisseur ou des choses comme ça, ou des coproductions. Parce qu'il me semble à un moment donné, il y avait Méthode qui n'était pas loin ou des choses comme ça. C'était la question chiante ou la question... Non, c'est la question triviale, ça. La question chiante, c'était de savoir si tu penses qu'il y aurait eu un impact différent sur les audiences du film si le film s'était appelé Wakfu plutôt que Dofus. Ah, oh, c'est pas chiant. La première elle est plus chiante que la chiante. Alors, attends, mince, j'ai oublié la première. C'était quoi la première déjà? Financement. Ah oui, le financement. En fait, sur le jeu vidéo, c'est simple. Il n'y a pas masse de financement. On a le CNC. Donc ça, sur le jeu vidéo, on l'a pas tout le temps, mais on l'a une fois sur 2, on va dire, sur les projets qu'on lance. Puis vu qu'on lance pas non plus 10 jeux par an, c'est assez rare. Donc oui, CNC sur le jeu vidéo. Sur la série télé à fond, CNC toujours. Moi, je les aime beaucoup, CNC. Heureusement qu'ils sont, heureusement qu'ils sont là, parce qu'en fait, ça fait de nous le 2e ou 3e pays en production série. C'est vraiment parce qu'on a le CNC. Et là, sur les séries télé, sur l'animation, ils sont beaucoup plus généreux. En tout cas, sur l'audiovisuel, ça se passe très bien. En fait, on a un pourcentage. Pour donner une idée, par exemple, je vais pas voir pour donner une idée à peu près des montants, sur une série à 6,5 millions, 7 millions, la chaîne prend 30 à 35%, ils mettent 2 millions. Le CNC, tu peux obtenir entre le CNC et le crédit d'impôt, tu peux obtenir 1,5 million à peu près. Et puis après, tu as des petits organismes selon où tu produis dans certaines régions. Et après, tu travailles surtout sur les ventes de ta série. Donc finalement, quand le projet est joli et qui correspond à ce que les gens attendent, tu arrives à le rentabiliser. Ton vrai boulot, moi mon vrai boulot, c'est de faire en sorte qu'on n'explose pas les budgets. J'ai jamais réussi pour l'instant. On a toujours explosé les budgets. Donc oui, on a des financements après en coprod. Méthode Film, c'était au tout démarrage de Wakfu.
C'est eux qui voulaient qu'on aille en Chine, et c'est en partie pour ça qu'on s'est... Il y a ça, puis il y a eu l'écriture, où en fait, ils m'avaient mis plein de scénaristes qui connaissaient pas du tout l'univers, et quand j'ai lu les 15 premiers scripts, je me suis dit, plutôt que de réaliser, produire ça, je vais plutôt les écrire moi-même. Et donc on a arrêté la collaboration à ce moment-là. Et oui, je pense qu'on aurait fait plus d'entrées avec Wakfu, avec un nom comme Wakfu plutôt que Dofus. J'avais oublié. Est-ce qu'il y a un média qui est plus considéré comme une porte d'entrée dans l'univers ou pas, qui permet vraiment d'attirer les gens et ensuite de leur faire découvrir les autres branches? Non. Non, franchement, non. Attends, je réfléchis quand même, peut-être. Hein. Mais non, peut-être la BD. La BD, c'est plus facile de t'en servir comme porte d'entrée parce que tu as moins d'investissement sur des projets comme ça. Salut. Hello. Je voulais savoir en fait, c'était quoi ce que tu avais conclu en fait du fait de l'échec de Dofus. Est-ce que tu comptes par exemple plus exploiter YouTube? Pardon? Est-ce que tu comptes exploiter YouTube? Tu sais, par exemple pour La Reine des Neiges, on avait des petites vidéos de 10 secondes avec, tu vois, t'as pas mal de personnages mignons quoi, ouais. Comme Lilith par exemple. Tu sais qu'ils faisaient des petits trucs, genre tu vois, t'avais Elsa qui faisait une petite boule de neige. Ou... Non, on n'a pas fait trop de YouTube. J'aurais dû faire comme La Reine des Neiges. Non mais la question c'est... Putain, on aurait fait 7 millions d'entrées. Non, je sais pas. Non, mais après, je sais pas, j'ai l'impression que YouTube, ça devient vraiment puissant. Ouais, tu sais, genre, j'ai vu que oui, Squeezie... mais en fait, avec tu sais, les Netflix, les Amazon, ils arrivent... De toute façon, c'est aussi, je pense, l'avenir à un moment ou à un autre. Hein. Les chaînes de télé, il va falloir qu'elles s'adaptent à ça. C'est que, de toute façon, il suffit de voir les YouTubeurs et comment ça marche pour eux, pour les gros en tout cas, pour savoir qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est le début de ça. Mais effectivement, moi je pense que ceux qui avaient vraiment cartonné comme ça, c'était Ice Age avec Scratch et tous les délires qu'ils avaient fait en court-métrage, où finalement on allait voir le film pour Scratch alors que c'était lui que tu voyais en bande-annonce, alors que c'est pas le héros du film, tu le vois à peine. Mais après ça, c'était des bons systèmes de communication, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait sur le film. Et tu penses le faire sur Mutafukaz ou quoi, Mutafukaz, pardon. Tu veux qu'on fasse ça pour Mutafukaz? Pas avec des trucs mignons quand même, mais je veux dire, ouais. Peut-être exploiter plus YouTube, quoi. J'ai l'impression que c'est le truc qui... En fait, Mutafukaz, on a une vision différente, c'est que là on est parti pour s'associer à quelqu'un de très gros, et puis c'est ce groupe qui va nous dire ce qu'on doit faire. On sait aussi de temps en temps se mettre en dessous. Donc c'est fini GBK. Non, pas ce que vous pensez. Ok, c'est tout. Bon, ce sera le mot de la fin. Là, merci à tous. Oh merde. Merci beaucoup.